Alors, juste un mot avant de commencer pour vous remercier, parce que comme vous savez, c'est la 10e édition du festival de Italissimo. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec l'équipe de la Maison de la Poésie, avec Olivier Chaudançon, que je veux remercier vraiment beaucoup, parce que si le festival a eu un tel succès, c'est aussi grâce à leur travail, grâce au travail de tous ceux qui nous ont accompagnés pendant 10 ans. Je voudrais juste remercier nos sponsors, parce qu'il faut leur donner ce qui nous donne, il faut leur rendre, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ces festivals. Donc, je veux vraiment remercier l'ambassade d'Italie, l'Institut culturel italien, le consulat d'Italie, l'ICE, l'Agence pour le commerce extérieur, la Maison de l'Italie, le CEPE, le Centro per il Libro e la Lettura du ministère de la Culture italien, la DRAC Île-de-France pour le ministère de la Culture français, la ville de Paris, la SOFIA, le Comité d'action culturelle parisien, je suis désolé, ils sont beaucoup, mais heureusement qu'ils sont beaucoup, sinon on ne pourrait pas faire, la Fondation Jan Michalski, Montepaschi Bank, Castal di Partner, Tornabuoni Art, et puis évidemment, comme vous le savez, tous ceux qui sur les différents lieux du festival, hein, les universités, les théâtres, la Bibliothèque nationale de France. Cette année, pour la première fois, on travaille avec eux. Et donc, demain soir, par exemple, on aura une très belle lecture consacrée à Umberto Eco dans la grande salle ovale de la Bibliothèque de France Richelieu. Donc voilà, tous ces gens, je les remercie. Évidemment, je remercie le public, parce que si on a du succès, c'est grâce à vous. C'est vous que vous avez fait notre succès. Et bien sûr, tous les auteurs, tous les éditeurs qui nous aident, tous les traducteurs, tous les animateurs, tous les interprètes qui sont d'une façon ou de l'autre les artisans de ce festival, et bien entendu toute l'équipe de Italissimo que je remercie encore une fois. Et donc je vous laisse avec Olivier Gesbert et Harry De Luca, qui est un ami du festival, parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Fabio. Et bon anniversaire, parce que c'est la 10e édition. Donc on est ravis d'être là et de pouvoir fêter ce moment-là avec vous tous. 10e édition qui va se tenir jusqu'au 6 avril. Aujourd'hui, on a grand plaisir à recevoir Harry De Luca. À l'occasion notamment de la parution l'an dernier des Règles du Mikado. C'est son dernier roman paru en France, traduit par la fidèle, l'éternelle et la merveilleuse Danielle Vallin, votre traductrice depuis presque toujours, je crois qu'on peut le dire, de vos livres, de vos récits, de vos romans, mais aussi des articles de presse. Vous avez, dans ce roman, Harry De Luca, orchestré une rencontre, la rencontre entre un vieux campeur solitaire, peut-être qu'on peut dire que son milieu de prédilection à lui, c'est la montagne, même en hiver, ajoutez-vous. Il y a lui, parce qu'il n'a pas de prénom, et il y a elle, qui est une jeune gitane qui a fui sa famille, un mariage forcé, et donc son campement. Elle est en exil, dans le début de cet exil-là, et elle va atterrir dans la tente de ce vieux campeur. Comment faut-il l'appeler? Gitane, romanichel, traveler, comme le disent les Irlandais. Les mots, au fond, n'ont pas tant d'importance. Elle est là, cette femme, cette voyageuse, et ils vont faire cette rencontre. Je ne vous ai pas dit bonjour encore. On s'est dit bonjour avant. On s'est dit bonjour avant. Et on ne vous a pas dit bonjour, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Ça nous fait très, très, très plaisir. Il y aura ce livre à la sortie, mais il y a aussi tous vos romans, tous vos livres en italien et en français, et ce magnifique quarto qui rassemble une grande partie aussi de vos écrits, de votre œuvre, Harry De Luca, avec une préface que moi j'adore, avec des photos, et on retrouve l'ensemble de votre parcours depuis l'enfance jusqu'à l'écriture. Bon, est-ce que je peux attaquer avec la première question? On avait dit qu'on se tutoyait comme dans la vraie vie. Est-ce que je peux? Est-ce que vous m'y autorisez? Je ne sais plus sur quel pied danser. Aidez-moi. Donc vous parlez d'une alliance entre il et elle, entre ces deux personnages dans la Règle du Mikado. Qui a lu la Règle du Mikado? Un tiers, ouais, merci pour la lumière. Un tiers de la salle, et pardon, je ne vous vois pas là-haut. Donc je ne raconte pas la fin, exceptionnellement, mais je commence par le début. Une alliance entre ces deux personnages, on pourrait dire aussi une rencontre. Une rencontre, c'est pas un rendez-vous comme ce qui nous rassemble ce soir. Une rencontre, c'est un peu autre chose, c'est un peu plus peut-être. Quelle est la différence pour vous, Harry De Luca? Parce que le rendez-vous, on peut le prendre. On peut s'organiser pour se retrouver.
Et les rencontres, non. Si on le droit à ce nom solennel de rencontres, non. Les rencontres se produisent sans aucune réservation. Donc, il arrive des rencontres avec des personnes, avec des mouvements de lutte qu'on n'a pas jamais prévu de rencontrer, ou des conditions de certains flux migratoires, des personnes qui participent de ces flux migratoires, et on ne s'imagine pas de les pouvoir rencontrer, et ça arrive. Et donc aussi des rencontres comme les livres. Quelqu'un qui me suggère la lecture d'un livre me l'arrache de main, parce qu'il m'empêche de le rencontrer. Et aussi, c'est comme ça. Les rencontres sont des événements qui décident des choses importantes dans la vie d'une personne, mais le moment où se produisent, on ne le sait pas. On ne sait pas que c'est une rencontre. C'est peut-être un moment occasionnel entre les personnes. Je me demande avec toi, parce que c'est quelquefois qu'on fait cette conversation, je me demande toujours s'il y a un peu de moquerie dans les éloges. Dans mes questions? Oui, parce que l'éloge et la moquerie sont très proches. La même chose dit avec un ton d'éloge peut être dite avec un ton de moquerie, et c'est complètement l'inverse. Donc, il y a une coïncidence entre la moquerie et l'éloge. Moi, que je suis napolitain, je suis très sensible à la moquerie, parce que je suis un expert de me moquer moi-même. Donc, je sais qu'il y a ce passage étroit, cette petite tu es malin, différence. et tu es espiègle, et tu en uses aussi de cette moquerie. On sait, le premier entretien qu'on a réalisé ensemble, et puis pardon, après on ne va pas vous raconter cette presque vieille histoire maintenant, mais Eri De Luca répondait, j'étais complètement stressée, j'avais passé des heures à préparer cet entretien, c'était pour France Culture à l'époque, on était à la Bibliothèque nationale, à la BNF, et Eri répondait non à toutes mes questions. Toutes les questions. Tu te souviens de ça? Parce qu'avec à l'intérieur, avait des éloges cachés auxquels je faisais opposer résistance. Oui, une bonne résistance. Donc il commençait par non, et après il développait une réponse super qui me faisait penser que la réponse était peut-être pas, ou la question n'était pas totalement idiote et que je m'étais pas trompée de direction. Les questions sont toutes belles. Sont les réponses qui essaient d'être à l'auteur de la question. Parce que la question est un intérêt envers la personne. Et je sais que personne ne s'intéressait à moi avant que j'étais écrivain. Au moins, s'intéresser à moi certains interrogatoires des magistrats. Et j'ai connu bien la différence entre l'interrogatoire et l'entretien. L'entretien a ce sentiment d'intérêt vers la personne. L'interrogatoire s'en fout complètement de la personne. Il ne veut pas savoir quelque chose de la personne. Il prétend avoir la confirmation de ce qu'il croit de savoir déjà. Ça veut dire de son hypothèse de crime et de culpabilité. Donc, il prétend la démonstration, extraire le résultat d'une confirmation de ces questions qui ne sont pas des questions qui regardent l'intérêt pour la personne. Donc, établi ça, je toujours pense que les questions sont plus belles des réponses, parce qu'ils partent d'un intérêt humain vers l'autre personne. Et cet intérêt humain, je l'apprécie beaucoup, parce que c'est un acte de générosité. Je pense que poser des questions, c'est l'acte de courtoisie et de générosité qui reste dans notre époque. Donc, merci des questions. Les réponses sont comme je les invente, les réponses. Je n'ai pas un prontuaire des réponses. Je les invente et je les change. Parce que non, et ça, je peux confirmer, c'est qu'à chaque rencontre, je pose peut-être toujours les mêmes questions, je ne sais pas. Enfin, comme je suis amnésique, je ne me souviens plus des questions que j'ai posées la fois d'avant, mais j'ai toujours des réponses différentes, en tout cas, qui me surprennent. Et aussi... Parce que tu te souviens des réponses de l'autre fois. Et alors, comme tu sais que ce sont différentes
C'est vrai. Quelle est la dernière grande rencontre que tu aies faite? Une vraie rencontre, comme tu l'as définie juste avant. Je fais la rencontre avec la guerre d'Ukraine. Quand c'est parti, a commencé cette invasion, moi et un autre vieux monsieur, à la retraite, on avait acheté un van et commencé à faire des voyages là-bas. Et donc c'était la rencontre avec cette géographie de l'Europe que je ne connaissais pas. Et je suis un lecteur passionné de certains auteurs ukrainiens, par exemple Isaac Babel. Et j'ai toujours eu envie de m'imaginer la ville d'Odessa telle qu'elle était. Et j'y allais à Odessa. Et j'ai vu la mer Noire. Je suis passé sur et je n'ai rien trouvé de ce que je ne cherchais pas. Donc c'est la rencontre a été avec la guerre d'Ukraine, avec les personnes qui se sont trouvées à faire quelque chose pour donner un peu de soulagement. C'est comme emmener une goutte, non, dans un désert, mais les gouttes dans le désert sont toujours complètement absorbées. Ne se gaspillent pas, les gouttes dans le désert. Oui, c'est le colibri aussi, le colibri, l'oiseau, qui peut, goutte après goutte, éteindre un feu. En tout cas, c'est à chaque fois une goutte, et c'est quelque chose à faire aussi dans ce qui se joue aujourd'hui. La dernière fois, du coup, que tu as été, parce que tu as été très vite en Ukraine, tu as passé les frontières assez rapidement avec ce van, cet ami. La dernière fois, c'était quand? Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible d'y aller, de s'y rendre? Si, encore possible. Encore possible, on y va. Si. Et dans les livres, et dans tes livres, est-ce qu'il y a des rencontres qui ont eu lieu avec des personnages? Oui, je dis que mon roman moderne préféré est le Quichotte. Et le Quichotte est un roman que j'ai lu 2 fois. Une fois quand j'étais adolescent, et je me fâchais contre Cervantes. Parce qu'il prenait son héros et le faisait faire toutes les pires défaites, les chutes, les coups qu'il prenait. Et donc c'était une persécution vers ce personnage généreux, parce qu'il voulait être utile, faire réparer les torts. Et donc j'étais fâché contre Quichotte, contre Cervantes. Et la deuxième fois, je l'ai lu à l'époque que j'avais le même âge de Quichotte, sur la cinquantaine. Et je me suis aperçu d'une chose qui m'était complètement échappée la première fois. Ça veut dire qu'il est continuellement défait, mais il continuellement se remet en pied pour se battre à nouveau. Qu'aucune défaite est définitive pour lui. Donc qu'il est invincible. Et cet adjectif invincible, je l'ai trouvé dans un poème de Nazım Hikmet, un poète turc du XXe siècle, qui dédiait des vers à Quichotte. Et il dit à un bon moment d'un vers, tu es le chevalier invincible des assoiffés. Et cet adjectif invincible mis à côté de Quichotte était contre toute évidence, mais était exactement la réalité. Il était invincible parce qu'il ne pouvait pas être vaincu une fois pour toutes, parce qu'il était continuellement
prêt à se battre à nouveau. Et donc j'ai eu une vraie identification avec le cheval de Quichotte. Parce que dans toute ma vie, j'ai eu des bonnes causes qui me sont montées sur le dos et m'ont poussé à faire répondre dans quelque manière. Toujours il y a eu une bonne cause qui me poussait contre, ou dans la direction voulue. Et c'est quelque chose que je dis que c'était toujours la faute de ma mère. C'est toujours la faute des mères, de toute façon, non? Parce qu'à Napoli, ma mère m'indiquait toutes les différences qu'il y avait entre moi et les autres enfants napolitains. Moi, j'avais les chaussures, ils n'avaient pas les chaussures. Moi, j'avais de la nourriture suffisante et ils n'avaient pas la nourriture suffisante. Moi, j'allais à l'école, ils allaient travailler. J'avais des possibilités d'être des médecines, ils n'avaient pas. Toutes ces différences. Non? Elle me les soulignait parce qu'elle, pas pour me culpabiliser, non, mais parce qu'elle voulait me faire réagir pour être digne du privilège, d'être à l'auteur du privilège, donc être un bon fils, étudier bien à l'école, des bons résultats, me porter bien, être une personne, un mini adulte. Elle a complètement failli sur ça. Je n'étais pas bon élève, mais toutes ces différences qui me fondaient le sentiment de la justice à travers les injustices étaient comme des questions je m'apercevais comme des questions. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et qu'est-ce que pouvait faire un bébé, un enfant? S'accumulaient, toutes ces injustices s'accumulaient dans moi. Je savais qu'un jour, je devais faire quelque chose. Et donc, quand j'ai eu l'âge, j'ai commencé à inventer des réponses aux injustices qui m'avaient introduit à vive force ma mère. Les différences, connaître les différences, reconnaître les différences. Je pense que l'indifférence, ce n'est pas s'en foutre des autres, mais ne reconnaître pas les différences. Avoir le sentiment que c'est tout égal, qu'il n'y a aucune différence. Donc j'ai une mère qui m'a instruit sévèrement sur les différences. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé d'inventer des réponses. Qui sont des réponses peut-être sur lesquelles je me suis trompé, non? Mais c'était une tromperie inévitable. Je ne pouvais pas maintenir, de rester à regarder. Je suis toujours, à travers cette éducation sentimentale napolitaine, on peut dire, je me suis toujours trouvé à devoir inventer des réponses collectivement, quand il y avait une génération qui inventait des réponses collectives, ou après moi seul, tout seul. Mais ça, comme citoyen et comme personne, pas comme écrivain. Comme écrivain, je n'invente pas des réponses. J'invente des histoires comme ça. Je profite de la langue italienne pour me donner de l'importance. Mais face à ma traductrice, je pense qu'elle n'est pas vraiment une traductrice, elle est devenue une autrice, l'auteur. Mon auteur en français. M'a fait devenir un écrivain français. Et donc, c'est un résultat qui va au-delà de la traduction. Oui, c'est encore une autre forme de rencontre, celle qui se joue avec le texte, votre texte traduit en français,
à travers le prisme ou la voix de Danielle Valin, votre traductrice. Mais ce qui est intéressant de ce que vous racontez, de ce que votre mère vous a inculqué et de ce qu'il en est resté, c'est que je n'ai pas le sentiment que vous allez vers les autres travailler par un sentiment de culpabilité, par cette différence. Mais au contraire, elle semble vous avoir transmis quelque chose de l'ordre du goût pour l'altérité et du goût pour oui, la différence aussi avec l'autre. Alors c'est intéressant, dans la règle du Mikado, dans les règles du Mikado par exemple, votre personnage, il vous ressemble. Il est un peu un vous augmenté, un peu amélioré. Vous l'avez dit. Ah, je vous ai vouvoyé. Vous voyez, ça c'est pour faire la petite pique. Je repasse au vouvoiement. Mais c'était un éloge. Je ne sais pas. Si, j'écris sur ce personnage, j'écris une variation améliorée de moi-même aussi. Voilà, donc on est d'accord. Donc, mais beaucoup amélioré. Trop amélioré. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que toi, ce personnage? Il a une précision manuelle et une compréhension des mécanismes de l'horlogerie que j'admire comme si j'admirais quelqu'un qui a la foi. Non, je n'ai pas la foi, j'admire les personnes qui ont la foi. Et, donc cette capacité aussi expliquer avec le jeu du Mikado, non, il joue tout seul, il arrive à prendre tous les bâtonnets sans les faire bouger parce qu'il est très précis avec les doigts. Donc c'est des exploits qui sont pour moi des acrobaties, des acrobaties manuelles. J'ai eu une activité manuelle très grossière. Donc, j'ai pu préciser un peu ma manualité sur les rochers. Là, je suis précis. Parce que je ne peux pas permettre de n'être pas précis. C'est une question de relation entre le corps et la surface. Mais là, Est-ce que tu es perturbé par le téléphone qui sonne? Ah, tu écoutes un téléphone qui sonne? C'est ton téléphone qui sonne derrière. Tu écoutes un téléphone qui sonne et qui est le mien aussi. Je demande si tu es perturbé par ça. Mon oui n'arrive pas à ces subtilités. Non. Et la vôtre? Vous l'entendez? Je peux aller l'éteindre. Hein. Vous savez qu'en Italie, il fait les entretiens tout seul. Il reste 1 heure seul avec le public. Je reviens. Et je peux poser une question? Non, tu poses une question, et je commence à répondre. Je vais juste éteindre ton téléphone et Ah, c'est bon? Bon. C'est comment d'être vieux, Eri De Luca? C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est une activité inouïe pour moi. Je ne savais pas. Je n'avais pas prévu. Et donc, je suis encore un débutant de la vieillesse. J'essaie d'inventer des réponses à ma vieillesse. Et donc, je fais des choses pas du tout sages. Non? Je fais une activité physique plus intense maintenant qu'il y a 10 ans. Quand on est plus jeune, on peut se permettre de gaspiller les forces. Ça veut dire ne les employer pas. Ça, c'est gaspiller. Ce n'est pas garder, mais gaspiller. C'est comme la manne, non? La manne, cette production quotidienne d'énergie alimentaire donnée par la divinité. La manne, il fallait la consommer dans la journée. Si on la gardait pour le jour après, elle était pourrie. C'était inutilisable. Donc, à mon âge, c'est comme ça. Tout ce que je ne exploite physiquement est contre moi, est une pourriture de moi. Donc, mon objectif quotidien
et d'aller me coucher fatigué physiquement. C'est une activité. Donc, c'est pour ça que je me fatigue de toute manière. Heureusement, hein, parce que quand j'étais plus jeune, je faisais des efforts salariés. Mais moi, surtout des efforts volontaires et libres. Et donc, je fais cette activité. J'expérimente mon âge. Ouais. Et ça, c'est le titre d'un livre que tu as écrit, qui est sorti cet automne en Italie, avec Inès de la Fressange. Et l'âge expérimental, c'est son titre en français, qui n'a pas été encore traduit ici. C'est comment d'être vieux. J'aurais jamais osé te poser la question de manière peut-être aussi directe, mais c'est la question, et c'est dans ces mots-là, et dans la traduction de Daniel Vallin, que pose la jeune gitane au vieux campeur. Elle est formulée ainsi par elle, avec beaucoup de naturel, simplement, directement. Et dans cet extrait, lui donne sa réponse, ce vieux campeur, sur ce ressenti, parce que, d'ailleurs, tu l'appelles le vieux, hein, souvent aussi, régulièrement. Il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Et il dit, c'est comment d'être vieux, c'est quand on te parle et qu'on glisse le mot « encore ». Vous travaillez encore, vous campez encore, vous faites encore ça et ça. Et puis être vieux, c'est comme bivouaquer tout en haut du bois, là où les arbres sont moins denses et où il y a plus de lumière. Et c'est vrai que vieillir, c'est simplement pas, on le comprend à travers ce que tu viens de dire, une question d'apparence, c'est aussi une question d'endurance. Et je ne crois pas une seconde qu'on puisse se prêter à un éloge de la vieillesse aussi simplement, surtout quand on a grimpé des montagnes comme toi, randonné comme toi, fait un travail avant l'écriture qui était physique, et peut-être que l'écriture l'est aussi d'une certaine manière, mais il faut être assez philosophe pour se dire quoi ? Qu'on ne peut pas lutter contre, mais quand même peut-être être assez malicieux pour se dire que la vieillesse, on peut la défier. Toi, tu as le sentiment de la défier ? Non. Tu l'accueilles. Je la jouis de ma vieillesse. Je suis heureux de ma vieillesse. Je pense que c'est l'âge meilleur de ma vie. Alors tu dis, on imagine les autres. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que ça, c'est l'âge meilleur de ma vie. Je coïncide, personnellement, je coïncide avec cet âge. Je pense que dans la vie des personnes, il y a des coïncidences entre la personne et un seul âge. La jeunesse, l'adolescence, la maturité, que je n'ai jamais connue. La maturité, je ne l'ai jamais connue. Je suis passé d'adulte à vieux sans passer pour la confirmation. Si. On est à cet âge ici, je suis quelqu'un qui est appelé avec des questions sont avec encore. Et alors je suis très gré à l'encore qui continue parce que l'autre passage est désormais. Non? Alors je ne vais pas arriver à désormais. Et est-ce que écrire a aussi été une question d'âge ? Je veux dire, est-ce qu'il y a un âge pour écrire ? Tu dis souvent que tu ne perçois pas l'écriture comme un travail, que tu ne perçois pas l'écriture comme un métier. C'est-à-dire qu'au fil des livres que tu as pu écrire, tu as le sentiment d'avoir accumulé ni compétences ni expérience. Est-ce que néanmoins, l'écriture a été pour toi quand même un exercice de maturité ? Est-ce qu'il y a eu un âge pour écrire ? Non, pas rien de maturité, non. Non, je n'apprends pas. Je n'apprends pas l'écriture. Pour toute page nouvelle que j'écris, je suis complètement débutant. Ce que j'écris avant, ça ne m'aide à rien pour la page que je suis en train d'écrire. Donc ça veut dire que peut-être que je n'accumule pas d'expérience. C'est sûr que je ne peux pas appeler ça métier, parce que le métier prétend une compétence et une accumulation d'expérience que je n'ai pas, que je ne me reconnais pas. Je me suis beaucoup enraciné dans le vocabulaire. Oui, là c'est un enracinement dans le vocabulaire qui s'est produit à travers le vocabulaire des autres langues.
apprendre des autres langues enracine ton vocabulaire, pas à travers les autres langues. C'est curieux, mais il faut faire un tour. Il faut trouver dans des langues qu'on admire, par exemple le russe de Marina Tsvetaeva, trouver le mot en italien qui précisément c'est le mot qui se trouve dans le vers de Marina Tsvetaeva. Alors cet effort de précision, de transportation, de transfèrement, de déplacement d'une langue à l'autre, enracine dans ta langue. Mais tu n'aurais pas envie pour autant de t'exiler dans une autre langue, d'écrire dans une autre langue? Non, non, je ne peux pas écrire dans une autre langue. Mais je parle en napolitain. C'est une autre langue pour moi. C'est ma langue mère, c'est la langue que je parle avec moi-même. Dès que je suis beaucoup seul, alors parfois j'ai l'envie d'écouter une voix. Certains... Si, c'est une voix. J'apprécie un bon interlocuteur. Donc, j'apprécie, je parle avec moi-même en napolitain et je m'encourage en napolitain, je m'insulte aussi en napolitain. Le napolitain m'a rendu invulnérable. Ça veut dire que si quelqu'un m'insulte en toutes les langues du monde, ne me fait rien, complètement rien. Je suis invulnérable comme Achille. C'est le napolitain, le talon du napolitain. Si on m'insulte en napolitain, là, ce talon-là est sensible. Mais sinon, dans toutes les langues, le reste des langues du monde, ça ne me fait rien, l'insulte. Aussi, parce que l'insulte, ce ne sont pas des arguments, non, les insultes sont des dysenteries. Quelqu'un parle napolitain? Personne. Ah! Mais ils n'ont pas envie de m'insulter maintenant. En public, non. En privé, peut-être. Je crois qu'ils n'osent pas, surtout, après ce que tu viens de dire. C'est encore autre chose. Il y a un moment, on parlait de travail. Il y a aussi, dans l'écriture, c'est quand même aussi un moment de solitude, j'imagine, pour toi. Et un moment, du coup, que tu affectionnes. Peut-être aussi comme ce vieux campeur. Il a cet échange avec elle, avec la jeune gitane, à propos du Mikado, en disant que de toute façon, pour lui, c'est un moment où il est joueur, un moment où il aime jouer, qu'il peut jouer avec le Mikado, avec un paquet de cartes napolitaines, avec des mots croisés, que le jeu lui rafraîchit le cerveau. Je ne comprends pas bien ce jeu, je ne comprends pas bien ce truc de jeu, lui dit-elle. Et il lui répond ce que je fais tout seul. Démonter une montre, lire un livre, monter ma tente, faire la cuisine. Chaque chose faite seule est un jeu. Le travail commence quand je suis avec les autres. Avec moi, tu travailles, lui demande-t-elle. Oui, répond-il. C'est une assez belle définition ou du travail ou de la solitude pour vous, non, Eri? Pour toi? Non, c'est quelque chose qui c'est juste pour le type de cette histoire. Est-ce que vous avez compté le nombre de noms déjà qui sont survenus depuis le début de cette rencontre? Mais pas toujours avec ce glissement vers l'éloge. Non, il est bon là-dedans. Hors de là, ça ne sert à rien. J'ai pas compris. Non, la définition, non, c'est pas une belle définition. C'est bon pour lui dans ce passage-là. Vous la validez pas. On ne peut pas la mettre sur les panneaux. Sur les frontons des écoles. Elle sait lire. Elle sait lire l'avenir dans les lignes de la main. Elle sait aussi lire dans le regard des gens. En fait, elle apprend à savoir et à percevoir si la personne en face d'elle est bonne ou mauvaise, les intentions qu'elle peut avoir. Et est-ce que dans un monde quand même passablement tourmenté comme le nôtre, Eri, toi tu arrives à voir le futur? Est-ce que c'est un effort d'imagination qui est trop grand aujourd'hui ou est-ce que tu arrives à voir, à imaginer le futur qui nous attend? Mais à cet âge, ça arrive ça. On diminue les dioptries et on augmente la vision. Donc j'ai des visions très nettes, très précises du futur. Partage-les avec nous, s'il te plaît.
les visions du futur. Et je pense qu'il y a déjà dans cette époque, parmi mes contemporains très jeunes, il y a aussi déjà des prophètes qui annoncent ce que sera le futur. Les prophètes sont spécialisés de n'être pas écoutés. Et ça, c'est déjà quelque chose qui les garde en bonne santé. Sinon, les prophètes sont aussi incarcérés ou supprimés. C'est une question d'insupportabilité de la prophétie. Et donc, il y a déjà des prophètes qui annoncent et qui regardent le futur en face. C'est un futur où il fallait faire un nouveau traité entre l'espèce humaine et la planète, où il faudra inventer une économie de la réparation qui sera très profitable aussi. Ce n'est pas une économie pauvre, mais une économie très profitable. De la réparation des torts. Et là, il y aura nécessité du verbe convertir. La conversion. Ce n'est pas une transformation. La conversion, c'est la formule, le format le plus dur pour une personne. On imagine que la plus célèbre des conversions, c'est celle de Saint Paul, non? Il est en train d'aller à persécuter cette secte chrétienne qui est surgie, et dans le chemin, il tombe face à terre. Pas d'un cheval, il n'y a pas de cheval dans les actes des apôtres, il n'y a pas de cheval. Mais dans certaines peintures, il y a le cheval, il tombe du cheval. C'est pourquoi ils le font tomber du cheval. Si c'était pour lui faire plus du mal, on pouvait le faire tomber d'un chameau. C'était plus haut. Mais bon, il tombe comme ça. Et il reste aveugle 3 jours. 3 jours d'aveugle. Et après, il a à nouveau la vue, et il est complètement changé. Il est non plus le persécuteur, mais l'organisateur, le souteneur, le prêcheur de cette nouvelle secte chrétienne. Non? Cette conversion totale d'un persécuteur à organisateur. Non? Ça, c'est l'ordre du jour du futur. Et donc, je le vois précisément, parce que est bien isolé. On ne peut pas faire différemment de ça. C'est un futur obligé. Donc, c'est clair. Et je peux le voir parce que je reste ici. Je n'habiterai pas dans ce futur. Si tu penses d'habiter le futur, tu as déjà une idée compromis. Non? Tu t'imagines toi dans le futur qui fait quelque chose, qui organise quelque chose. Non, je reste complètement détaché du futur. Et donc c'est pour ça que j'ai aucun sentiment de participation. Ça, c'est la vision. Si, au lieu de la vue, des dioptries de la vue, que tu m'y as fait pour être dans l'ambiance, non? Pour être précis dans ce que tu fais. Non, pour être là. Je ne vais pas être là. Je ne serai pas là. Et ces visions, tu les écris, mais sous forme de fables. Et c'est aussi comme ça que, dans les règles du Mikado, entre en scène ce personnage de la jeune gitane. C'est-à-dire de donner la parole ou d'écouter, de regarder ce que cette jeune génération incarne. Il y a un passage de relais entre les deux personnages qui se joue très clairement. C'est un dialogue, non? Et où c'est un dialogue. C'est la rencontre, comme on disait au début. Et où je suis dans ce dialogue. Je ne suis pas là.
Il y a un dialogue entre ces deux personnes. Pour moi, ce sont des personnes. Pas pour qui les lit, c'est des personnages, mais pour moi. Et alors, qu'est-ce que je fais là? Je suis à l'écoute de ce dialogue. Quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils auraient à se dire. C'est produit, page après page. Les événements, les choses qui se sont échangées. Je ne savais pas avant. Je n'avais pas aucun programme. Donc, je ne suis pas vraiment un auteur. Je suis quelqu'un qui écoute des voix, bien entendu. Au lieu d'écouter ma voix en napolitaine, parfois, j'écoute les voix des personnes. Et alors, j'écris des dialogues. Et le beau du dialogue est que l'écrivain n'existe pas. N'a pas besoin d'être là. Parce que l'histoire est dite directement par les personnes. Donc, c'est plus confortable pour moi de rester là et regarder, écouter ce qui se passe. Ça, peut-être c'est l'âge qui rend plus paresseux. Au lieu d'inventer, on reste à l'écoute à travers le dialogue. J'aime le dialogue des autres. Et tes personnages, parfois, est-ce qu'ils te surprennent? Est-ce qu'ils te contredisent? Ou est-ce qu'ils te remuent? Est-ce qu'ils te font changer de position ou d'avis sur certaines choses? Non, c'est pas moi. Ils sont eux. C'est comme dans un possible, non, dans l'interrogatoire. Dans cet interrogatoire entre le magistrat et l'autre. Je suis à l'écoute de tous les deux. Je suis ni l'un ni l'autre. Ni juge, ni parti. Non. J'ai connu les deux, non? Mais je connais mieux l'autre. Je connais mieux les accusés que les accusateurs. Mais là, c'était intéressant, avec Impossible, de faire tout ce jeu sur le langage, ce jeu sur les mots, et ceux que tu mettais dans la bouche de l'un et dans la bouche de l'autre aussi. J'en reviens juste à la gitane parce que c'est assez intéressant. Elle a jamais vu la mer et lui va faire d'elle un marin. On t'associe souvent à la montagne parce que tu grimpes, parce que la montagne est devenue un personnage de tes livres aussi, un peu moins avec la mer. Et pourtant, tu es originaire d'une ville d'eau, d'une ville cernée par la mer, avec Naples. Tes étés, l'enfance, c'était sur l'île d'Ischia, dans ce cabanon face à cela, et les yeux toujours portés sur la Méditerranée. Qu'est-ce que cette ville, elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle t'a fabriqué? Mon éducation sentimentale, à travers ma mère, mon éducation sentimentale, mes sentiments de compassion, mes sentiments de honte, mes sentiments de justice se sont produits sous des cas napolitains. Oui, mais ça c'est l'autre mère, la mère, la maman. Moi, je te parle de la mer, l'élément, l'eau. Tu les associes directement tous les deux? C'était l'endroit. C'était une ville sur mer, Napoli. Et c'était la liberté physique, la mer. Sortir des ruelles de Napoli pendant des mois d'été, à être sur une île, se permettre une petite enfance sauvage, pieds nus. C'était une éducation physique à la sévérité de la nature. La nature est sévère. Et elle n'est pas là pour nous applaudir ou nous accueillir. Nous sommes des intrus. Et en montagne, on s'aperçoit davantage d'être des intrus. Aucune préparation, aucun équipement ou compétence te garantit l'incolumité. Et la mer aussi est pleine de dangers. Les pêcheurs que j'ai connus sur l'île avec lesquels j'allais à bord avec eux, ne savaient pas nager.
Pourquoi ça ne peut pas nager? C'est absurde. Mais il savait que si le bateau se renversait au large, savoir nager n'était d'aucune utilité. Et donc, quand j'étais en bateau, je savais nager, mais quand j'étais en bateau avec eux, je nageais pas. Je ne faisais pas semblant que je savais faire quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Parce qu'ils ne voulaient pas savoir la faire. Ça ne servait à rien. Nager, ils voyaient les touristes, les gens qui venaient pour faire les bains de mer. Pour eux, la mer, ce n'était pas une villégiature, c'était le lieu de travail. Et les dangers de la Méditerranée, ce sont aussi les tragédies des migrants, ces bateaux qui chavirent et cette mer qui dévore et emporte ses enfants entre l'Afrique aujourd'hui et l'Eldorado européen, auquel tu as consacré d'ailleurs des poèmes, des livres, des histoires, et qui fait partie des engagements. On a ouvert sur la guerre en Ukraine, ça c'est un autre. Ce lien à la Méditerranée, il est plus aussi enfantin qu'il a pu être au départ. Elle est devenue aussi une terre de danger, finalement. J'ai vu monter par une échelle de corde d'un bateau de Médecins sans frontières des mères avec des enfants. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est peut-être plus fort que l'instinct maternel de protection pour faire courir à cette mère et à son enfant le risque du naufrage, de se noyer. Qu'est-ce que c'était? Une force supérieure à ça. Et la force supérieure à ça, c'était la force de la disparition, le désespoir total. Parce que tant que tu as encore de l'espoir, tu attends que quelque chose vienne te sauver. Et quand tu as complètement terminé toutes tes réserves d'espoir et d'attente, tu te jettes. Alors la force motrice de ces voyages, de ces flux migratoires, c'est le désespoir absolu. Très bien réalisé, concrétisé par une mère qui amène son bébé sur ce bateau. Donc, face à cette extrémité de la raison de partir et de bouger, qu'est-ce que pouvons faire nous? Qu'est-ce que peut faire là une terre ferme qui essaie de donner un peu de difficulté, de les noyer, de les faire noyer? C'est rien, c'est rien. La raison de ce déplacement, c'est immensement plus forte de la raison de ceux qui veulent renvoyer. Nous le savons, nous Italiens, nous le savons parce que quand nous étions émigrés dans les Amériques, nous étions traités même pire que les immigrés d'aujourd'hui. Sauf que dans le moyen de transport, parce qu'on achetait un billet de transport. Maintenant, aujourd'hui, c'est le pire transport inventé par l'espèce humaine, celle de ces flux migratoires. Mais là, nous étions traités pire, parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Mais leur volonté de nous chasser était plus faible de notre volonté de s'implanter. C'est toujours comme ça dans les migrations. Je voulais évoquer juste, parce que le temps passe aussi, un dernier dialogue ou une dernière rencontre qui a eu lieu à... Non, ça c'est juste, presque... Non, garde le micro. Je voulais juste parler de cette rencontre que tu as faite avec l'alpiniste italienne, Nives Meroy. C'était il y a 20 ans que le livre, en tout cas, a paru en France chez Gallimard, sur la trace de Nives. Et c'est le récit d'une expédition que vous avez partagée tous les deux avec cette célèbre alpiniste italienne dans l'Himalaya. Qu'est-ce que cet échange au sommet entre vous deux t'a permis d'apprendre ou fait comprendre, là encore, sur la littérature, sur l'écriture? Ça a été une rencontre décisive, visiblement aussi. Rien? Un livre de 20 ans? Oui. Et que je me souviens de rien. Ça, c'est l'âge. Ça, c'est l'âge.
Non, mais Ok. celle-là, je ne me souviens pas de qu'est-ce que j'ai fait. Ils m'ont dit, j'étais l'autre jour à Bruxelles, ils m'ont dit mais ce que s'était passé. J'avais déjà oublié que j'étais à Bruxelles à faire des rencontres. Donc, un livre que j'ai écrit il y a 20 ans, qu'est-ce que c'est d'important dans ce livre? J'ai complètement oublié. Je me souviens de Nives, oui, parfois on la rencontre, on passe un peu de temps ensemble, on fait une escalade ensemble, mais je ne me souviens rien de ce qui est écrit dans ce livre. Bon. C'était le résultat de certaines nuits qu'on était dans les tentes en altitude, non? Là, sur les pentes de la... Non. Le livre est disponible à la sortie. Pour le relire. Bon, allez, dernière petite chose. Ouais. Il y a quelques mois, j'ai repris cette belle revue littéraire qui s'appelle la NRF et j'ai demandé à Herri, dans le cadre d'un dossier qu'on a imaginé sur le dialogue entre littérature et peinture, s'il acceptait de se faire le porte-voix d'une controverse, d'une polémique assez séculaire, celle des marbres du Parthénon. J'imagine que vous avez entendu parler de cette affaire vieille comme le monde. Et les marbres, ils sont pour l'instant une partie des marbres au British Museum à Londres. Et évidemment, la Grèce demande instamment à Athènes leur retour à la maison. Donc j'ai demandé à Herri, qui sait trouver l'équilibre des choses, d'être un peu un juge de paix dans cette affaire. Et surtout de donner de la voix au marbre, à l'un des marbres, pour savoir qu'est-ce qu'il voulait. Est-ce qu'il était bien chouchouté, protégé au British Museum, ou est-ce qu'il avait envie de rentrer à la maison. Et Herri De Luca a accepté de vous lire cette nouvelle ce soir pour conclure cette rencontre. Alors, je suis le moine narrateur d'une statue du Parthénon. Je viens de Thessalie, appelée Éolie, parce que c'est la patrie du vent et de Éole, le dieu qui le gouverne. Je fus envoyé athlète dans les disciplines de la lutte et de la course. J'ai participé aux Jeux olympiques pour le prestige d'un cercle de lauriers. L'artiste Phidias m'a recopié dans le marbre, hissant mon image au-dessous des colonnes doriques du temple d'Athéna, sur le plateau qui domine Athènes. Mon nom n'est pas transmis, mais mon corps l'est. Un destin plus rare. Je suis mort au combat, au sommet de ma force. Ma figure s'est alors transférée à l'intérieur de la copie du marbre. C'est de là que je défends ma cause. L'image qui reproduit une ère, un jour de la vie, absorbe en elle à jamais celui qui a servi de modèle. Les statues de Phidias, les portraits d'appel, contiennent nos vies vivantes. L'artiste m'a sculpté luttant avec le centaure, alors que je tente de le renverser sur le côté. J'enlace ma jambe à sa patte pour le faire tomber et pour éviter les coups de son puissant sabot. L'issue est incertaine. L'histoire suivante me donne vainqueur. Du haut du temple sur la colline, j'ai suivi la parabole du soleil sur son char de flammes d'un horizon à l'autre pendant plus de 2000 ans. J'ai assisté à des incendies, des sièges, des tremblements de terre, des éclipses. J'ai vu des empires naître et s'effondrer. Sous l'empire islamique des Ottomans, le temple fut utilisé comme dépôt de poudre à canon. Le monothéisme a traité mes divinités comme des monnaies périmées. Au cours d'un siège d'Athènes, par la flotte vénitienne, un boulet de canon a touché le temple. La poudrière a explosé, le toit s'est écroulé, l'édifice est resté intact, protégé par des colonnes inébranlables. Ni le temps ni les guerres n'avaient réussi à altérer l'œuvre de Phidias, mais en anglais, en lore, un ambassadeur y parvint. Il obtint une autorisation du sultan et l'interpréta à sa façon. Son nom, Lord Elgin, rassemble en grec au verbe elkeo, entraîner. Il commence à nous détacher, nous tous sculptés. On nous retira de là-haut pour nous déposer par terre. On nous porta au Pirée, dans des charrettes, enfermés dans des cases. Le cortège le plus funèbre de l'histoire d'Athènes.
Les générations pleuraient sur son passage. On nous a descendus dans les bouches ouvertes des cales. J'ai prié Éole du vent, Poséidon de la mer, pour qu'il ne permette pas. Je fus exaucé. Le navire coula à pic. La quille fut projetée en l'air par les vagues. La caisse s'ouvrit sur le fond, je fus libéré et noyé. J'ai eu la mer au-dessus de moi au lieu du soleil pendant des ans. Puis, des fonds marins, je fus halé à la surface, de nouveau en prison dans une cale. Je n'ai pas prié à nouveau les dieux. Ils ne répètent pas leurs prodiges. Ils firent pourtant quelque chose. Elgin, le lord Haller, fut fait prisonnier par les Français de Napoléon. Enfermé pendant 3 ans, il reprit son projet de nous emporter dès qu'il fut libéré. Nous avons quitté la Méditerranée, patrie de la civilisation qui nous avait créés. Nous n'étions pas des immigrants. Nous ne sommes pas partis en quête de fortune. La déesse de ce nom nous avait abandonnés. Nous fûmes déportés pour être exhibés comme des trophées de guerre. Le British Museum, qui nous détient, demanda au célèbre sculpteur Antonio Canova de reconstituer les parties et les membres perdus. Il ne voulut pas, même effleurer l'œuvre de Phidias. Il a rendu ainsi l'hommage le plus respectueux à un sublime artiste. Je suis confiné dans une salle de musée, nom grec parmi tant d'autres éparpillés dans les dictionnaires du monde, musée. Les mots peuvent voyager, se déplacer en restant eux-mêmes. La Grèce ne perçoit pas des droits d'auteur pour l'utilisation par autrui de ces mots irremplaçables. Même moi, statue du Parthénon, qu'est-ce que je fais ici? Sous les lampes blafardes d'un édifice du Nord, je paie mon appartenance à une époque vaincue. Le déshonneur n'est pas de tomber à la guerre, mais d'être, en tant que guerrier, la risée des nuées des passants qui prennent des photos de mon corps. Si je pouvais me détacher, je les ferais fuir. Si je pouvais me détacher, j'irais à l'embouchure de ce fleuve opaque et je mettrais le cap vers le Pirée. Je ne prie pas, ni demande rien à Éole ou à Poséidon, trop lointain. Je demande à la divinité inconnue, à laquelle la prévoyante Athènes avait dédié un autel, car on n'était pas sûr de les connaître toutes, à la divinité absente, à sa lumière en voyage dans l'espace sidéral qui n'est pas encore apparu, je demande de me ramener au soleil qui chauffe mon marbre, au vent du nord de Thessalie qui frise de blanc la crête des vagues, à la langue sonore et musicale des premiers philosophes du monde. Désolé pour la belle traduction de Valène, gâchée complètement par ma lecture. Merci beaucoup pour ce texte. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir prêté ta voix au marbre du Parthénon. À qui appartient la beauté, hein? C'est la question que pose l'historienne Bénédicte Savoie, qui est spécialiste de la restitution des biens culturels. C'est aussi cette question à laquelle tu as répondu à travers ce texte inédit. Merci d'avoir pris le temps de l'écrire. Un grand merci à vous aussi d'être venu partager ce moment. Juste vous dire que Italissimo, c'est que le début. Le festival continue, je vous le disais, jusqu'au 6, avec notamment une rencontre vendredi soir avec Pierre Adrian. Et, ça sera un concert littéraire avec Aja autour de son livre Hôtel Roma. Ça, c'est vendredi soir. Samedi soir, Giuliano d'Ampoli. Dimanche soir, Alessandro Barrico. Mais vous avez assisté à la plus belle des soirées avec Eri De Luca, il faut le dire. C'était Happy Few. Un grand merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. Dans une petite demi-heure, vous pourrez retrouver Daniel Pénac pour une lecture d'Antonio Moresco. Quant à Eri De Luca, je l'emmène juste là prendre un souterrain et il vous retrouve à la sortie pour une séance de signature si vous le souhaitez. Merci à l'équipe de la Maison de la Poésie et un énorme merci à toute l'équipe du Festival Italissimo pour leur accueil et cette organisation. Merci à vous.